Ce soir-là, j'ai compris qu'un simple dîner pouvait briser toute une vie. Ils sont arrivés à table, comme s'ils venaient signer une sentence. Mon nom est Margot. J'ai 81 ans. Je suis veuve. Et cette nuit-là, j'ai su par leurs regards que je n'étais plus qu'un embarras à résoudre. La pluie tambourinait contre les fenêtres. Le coq au vin fumait dans le plat. Tout était disposé avec l'exactitude de celle qui préserve encore sa maison comme un reliquaire. Mon fils Étienne et son épouse Monique se sont assis. Monique, toujours impeccable, toujours maîtresse du ton, a posé son verre et a parlé sans quitter ma main des yeux. Mes parents vont venir habiter ici. Ce fut comme recevoir une gifle. Ils prendront votre suite. Elle a dit cela avec une sorte de condescendance qui ressemblait davantage à une sentence qu'à une demande. J'ai ri, pas par amusement, par incrédulité. Ma suite, c'était d'une absurdité évidente. C'était la chambre où j'avais dormi avec Henri pendant 43 ans. La chambre où mes souvenirs reposent en silence. Elle a ri aussi. Un rire tranchant, celui de quelqu'un qui croit que richesse et prestance suffisent à plier n'importe quelle histoire. Henri n'est plus là, Margot. Vous n'avez pas besoin de tant d'espace. Mes parents méritent le confort. Vous n'êtes pas seul. Vous nous avez, nous. Mon sang s'est glacé. Mais j'ai répondu avec un calme coupant. Mériter ? Vous voulez que je devienne un objet de charité dans ma propre maison ? Étienne l'a regardé comme quelqu'un qui cherche une approbation. C'est mieux ainsi, maman. La maison est grande, et légalement, un jour, elle sera à nous. Il a prononcé légalement comme s'il m'avait déjà enterré à voix haute. Monique a touché sa main et a souri de nouveau. La pose de celle qui assure avoir tout résolu pour vous. Ne vous inquiétez pas, Margot. Je m'occupe de tout. Ça vous fera du bien d'avoir de la compagnie. Compagnie. Elle disait compagnie comme on dit inutilité. Comme si j'étais un meuble qu'on déplace de pièce en pièce. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais ma voix est sortie ferme. Vous entrez dans cette maison comme si c'était un hôtel de passage. Notez ceci. Personne ne m'enlèvera la place où j'ai dormi aux côtés de mon mari. Je suis montée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise au bord du lit et la vue de nos photographies m'a transpercée comme une lame. La vieille clé en cuivre était posée sur la table de chevet. La clé qu'Henri m'avait offerte le jour où nous avions quitté notre petit appartement pour acheter toute une vie. J'ai pris la clé. Froide, lourde, vraie. Et tandis que la pluie lavait le ciel de cette nuit, j'ai compris quelque chose d'aussi clair que du cristal. Ils avaient confondu politesse et pouvoir. Et moi, j'avais encore la clé. S'ils pensaient m'humilier avec de belles paroles et des plans familiaux, ils se trompaient. J'allais commencer à écrire les règles du jeu. Et elles seraient sans pitié. Le lendemain matin, je suis descendue pour le petit déjeuner. Étienne et Monique étaient déjà partis. Ils m'avaient laissé un mot sur la table de la cuisine. « Maman, merci de comprendre. Papa et maman Leclerc arrivent samedi à 14h. Monique passera vendredi pour t'aider à déménager tes affaires. Bisous. Déménager mes affaires. Comme si j'étais une locataire. J'ai plié le papier. Lentement. Posément. Puis, j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de Maître Beaumont, l'avocat d'Henri, celui qui avait réglé la succession, celui qui connaissait chaque virgule de nos contrats. « Maître, c'est Margot Delacroix. J'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui, si possible, c'est urgent. » Sa voix a été immédiate. « Bien sûr, Madame Delacroix. 14h à mon cabinet ? Parfait. » À 14h précises, j'étais assise dans le bureau lambrissé de Maître Beaumont. Il m'a écouté sans m'interrompre, ses mains croisées sur le bureau, son regard attentif. Quand j'ai terminé, il a hoché la tête. « Madame Delacroix, la maison est à votre nom, exclusivement. Votre mari a pris soin de tout léguer à vous seul, avec usufruit viager. Tant que vous vivez, personne, pas même votre fils, ne peut vous déloger. Je sais. » Il a souri légèrement. « Alors, que souhaitez-vous faire ?» Je me suis penchée en avant. « Je veux leur donner une leçon. Une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Je vous écoute. » J'ai sorti de mon sac le mot qu'Étienne m'avait laissé. Je l'ai posé sur le bureau. Ils veulent installer les beaux-parents dans ma suite. Dans ma chambre. Je vais les laisser venir. Je vais les laisser arriver avec leurs valises. Maître Beaumont a levé un sourcil. Et ensuite, nous les accueillerons dans le salon. Vous, moi et un contrat. Il a compris immédiatement. Un sourire fin est apparu sur ses lèvres. Un contrat de location ? Exactement. Usage exclusif de la suite parentale. 8 200 € par mois. À payer d'avance. Il a noté sur son bloc.
Charge comprise? Tout compris. Et si elle refuse? Elle refusera, et ses parents repartiront chez eux avec leurs valises. Maître Beaumont a posé son stylo. Il m'a regardé avec une lueur d'admiration dans les yeux. « Madame Delacroix, puis-je vous dire quelque chose? Oui, Henri serait fier de vous. J'ai senti mes yeux piquer, mais je n'ai pas pleuré. Alors préparez ce contrat, maître. Je veux qu'il soit irréprochable. Il le sera. Je vous l'apporte samedi à 13h30. Une demi-heure avant leur arrivée. Parfait. Le vendredi, Monique est passée. Elle a frappé à ma porte avec un sourire triomphant. « Margot, je suis venue vous aider à préparer vos affaires. Vous avez commencé ?» Je lui ai ouvert, calme, souriante. « Non, Monique, je n'ai rien préparé. » Elle a froncé les sourcils. « Comment ça? Mes parents arrivent demain. Je sais, et je les attends. » Elle m'a regardée, décontenancée. « Vous acceptez? Bien sûr, c'est votre famille. » Son visage s'est éclairé. Elle a posé sa main sur mon épaule. « Oh, Margot, je savais que vous finiriez par comprendre. Vous verrez, tout ira bien. Mes parents sont adorables. J'en suis sûre. » Elle est repartie, satisfaite, convaincue d'avoir gagné. Moi, j'ai refermé la porte et j'ai souri. Samedi arriverait bientôt. Et avec lui, la vérité. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Samedi, 14h. J'avais revêtu ma robe bleu marine, celle des grandes occasions. Mes cheveux étaient coiffés, mon rouge à lèvres impeccable. Je voulais qu'ils se souviennent de cette image, celle d'une femme debout, digne. Maître Beaumont était arrivé à 13h30, comme prévu. Il portait un costume sombre, une mallette en cuir. Il avait disposé le contrat sur la table basse du salon, celle en noyer que nous avions achetée à Versailles, Henri et moi, il y a 30 ans. Le document était là, net, officiel, implacable. Contrat de location, usage exclusif de la suite parentale, 8 200 € par mois, charges comprises, paiement d'avance le 1er de chaque mois. Nous avons attendu en silence. La pluie avait cessé. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux. Tout était calme, trop calme. Et puis, j'ai entendu la voiture, le bruit des portières qui claquent, des voix, des rires. Monique. « Entrez, entrez. Ne vous inquiétez pas, maman est au courant. » Elle est d'accord. J'ai serré les mains sur mes genoux. Maître Beaumont m'a regardé, un hochement de tête rassurant. La porte d'entrée s'est ouverte. Monique est entrée la première, rayonnante. Derrière elle, un homme et une femme dans la soixantaine, bien habillés, un peu embarrassés. Monsieur et Madame Leclerc, les beaux-parents. Chacun portait une grosse valise. Étienne fermait la marche, les bras chargés de sacs. Monique s'est figée en me voyant dans le salon. Puis elle a vu Maître Beaumont. Son sourire s'est effacé. « Qu'est-ce que… » Je me suis levée, lentement, posément. « Bonjour, Monique. Bonjour, monsieur et Madame Leclerc. Soyez les bienvenus. » Ma voix était douce, mais froide. Madame Leclerc a esquissé un sourire timide. « Bonjour, Madame Delacroix. C'est très généreux de votre part de nous accueillir. » « Généreuse? Oui, c'est le mot. » Monique a posé sa main sur le dossier d'un fauteuil. Ses doigts se sont crispés. « Margot, pourquoi Maître Beaumont est-il ici ?» Je me suis tournée vers l'avocat. « Maître, voulez-vous expliquer ?» Il s'est levé, impeccable. Il a pris le contrat et l'a tendu à Monique. « Madame, voici un contrat de location pour l'usage exclusif de la suite parentale de cette maison. Conformément à la loi, Madame Delacroix, propriétaire unique des lieux, vous propose un bail mensuel. » Monique a pris le document. Ses yeux ont parcouru les lignes. Une fois, 2 fois. Puis elle a levé la tête, le visage blême. « 8 200 € ? Par mois ? Exactement. Vous êtes folle. » Maître Beaumont a haussé un sourcil. « Je vous demande pardon ?» Monique a jeté le contrat sur la table. « C'est du vol, de l'extorsion. Vous ne pouvez pas faire ça. » « Au contraire, madame. Madame Delacroix est chez elle. Elle peut louer ses pièces au tarif qu'elle souhaite. La suite parentale fait 80 mètres carrés, avec salle de bain attenante, dressing et balcon donnant sur le jardin. Dans ce quartier de Paris, c'est un tarif tout à fait raisonnable. » Étienne est intervenu, blême. « Maman, tu ne peux pas nous faire ça. » Je me suis tournée vers lui. « Mon fils, mon unique enfant. Te faire quoi, Étienne ? C'est indigne. » « Indigne ?» Ma voix est montée d'un cran. Vous vouliez me chasser de ma propre chambre. Vous vouliez me reléguer dans un débarras. Vous avez décidé sans me consulter. Vous m'avez traité comme un meuble.
Et c'est moi qui suis indigne? Le silence est tombé comme une pierre. Monsieur Leclerc a toussé, mal à l'aise. Monique, je crois qu'on devrait… Taisez-vous, papa. Elle a fixé Maître Beaumont, puis moi. Vous ne pouvez pas exiger ça. Légalement, cette maison reviendra à Étienne. Maître Beaumont a souri. Un sourire glacial. Après le décès de Madame Delacroix, oui. Mais tant qu'elle est en vie, et elle a l'air en excellente santé, cette maison lui appartient. Exclusivement, avec usufruit viager. Votre mari n'a aucun droit sur cette propriété. Monique a serré les poings. C'est du chantage. Non, madame, c'est du droit. J'ai croisé les bras. Vous avez deux options, Monique. Soit vous acceptez le contrat et payez 8 200 € par mois, payable d'avance. Soit vos parents repartent avec leurs valises. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis elle s'est tournée vers Étienne. Dis quelque chose. Mais Étienne regardait ses chaussures. Lâche. Comme toujours, Madame Leclerc a posé une main sur l'épaule de sa fille. Monique, ma chérie, on ne va pas payer ça. C'est trop. Et puis, on ne veut pas créer de problème. Mais maman? Non, rentrons. On trouvera une autre solution. Monsieur Leclerc a pris les valises. Il m'a regardé. Pas de colère, juste de la tristesse. Pardon pour le dérangement, madame. Je n'ai pas répondu. Monique tremblait. De rage, d'humiliation. Vous êtes une vieille femme cruelle. Non, Monique. Je suis une vieille femme qui sait encore défendre ce qui lui appartient. Elle a tourné les talons. Ses parents l'ont suivie. Étienne est resté un instant, figé. Maman, sors de chez moi, Étienne. Il a pâli. Tu es sérieuse? Très sérieuse. Il est parti sans un mot. La porte a claqué. Je suis restée immobile. Mes mains tremblaient. Maître Beaumont a posé une main sur mon épaule. Madame Delacroix, vous avez été magnifique. J'ai hoché la tête. Mais je ne me sentais pas magnifique. Je me sentais seule. J'ai regardé le salon vide. Les valises étaient parties. Les voix s'étaient tues. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose. J'avais gagné la bataille. Mais j'avais peut-être perdu mon fils. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? 3 jours ont passé. 3 jours sans un appel, sans un message, sans un mot. Le silence de cette maison est devenu assourdissant. Je me réveille chaque matin dans ma suite, et je regarde le plafond, les moulures que j'ai repeintes avec Henri, la lumière qui filtre à travers les rideaux de lin. Tout est à sa place. Mais quelque chose manque, mon fils. Lundi matin, je suis descendue prendre mon café. La cuisine était exactement comme je l'avais laissée. Propre, ordonnée, vide. J'ai ouvert le placard pour prendre ma tasse, celle avec les petites fleurs bleues qu'Étienne m'avait offerte pour mon 60e anniversaire. Pour la meilleure maman du monde, disait l'inscription. J'ai posé la tasse sur le comptoir. Mes mains tremblaient. Est-ce que j'étais encore la meilleure maman du monde? Je me suis assise à la table de la cuisine, celle où Étienne faisait ses devoirs quand il avait 10 ans, celle où il revenait après l'école, les joues rouges, les cheveux ébouriffés. Maman, j'ai eu 16 sur 20 en maths. Il courait vers moi. Je l'embrassais. Henri ébouriffait ses cheveux. Bravo, champion. Nous étions heureux. Si heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que mon petit garçon s'est transformé en cet homme qui me regarde en silence pendant que sa femme me déchire? J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé le dernier message d'Étienne. Maman, merci de comprendre. Papa et maman Leclerc arrivent au samedi à 14 h. Comprendre. Il avait utilisé ce mot. Comprendre. Comme si comprendre signifiait se laisser piétiner. J'ai failli l'appeler. Mes doigts ont effleuré son nom dans le répertoire. Mais je me suis arrêtée. Non, c'est à lui de m'appeler. C'est à lui de s'excuser. J'ai posé le téléphone. L'après-midi, je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma commode, celui du bas où je garde les vieilles photos. Il y en avait des dizaines. Des centaines peut-être. Étienne bébé. Étienne à 5 ans. Étienne le jour de son baccalauréat. Et puis, celle-ci. Étienne le jour de son mariage. Il souriait. Monique à son bras, radieuse dans sa robe blanche. Moi à côté d'eux, en tailleur rose poudré. Henri, élégant dans son costume. Nous avions l'air d'une famille parfaite. Mais déjà, ce jour-là, j'avais senti quelque chose. Le regard de Monique quand elle avait visité la maison. Un jour, tout ceci sera à nous, avait-elle murmuré à Étienne. Elle croyait que je n'avais pas entendu. Mais j'avais entendu. J'ai rangé les photos. J'ai fermé le tiroir.
Et puis j'ai vu la clé en cuivre sur ma table de chevet. Cette vieille clé que j'avais serrée dans ma main samedi soir. Je l'ai prise. Elle était froide, lourde. Je me suis souvenu du jour où Henri me l'avait donnée. Nous venions d'emménager. La maison sentait encore la peinture fraîche. Les cartons s'empilaient dans le salon. Henri m'avait prise par la main et m'avait emmenée dans la chambre. Notre chambre. Regarde, Margot. Il avait ouvert la fenêtre. La lumière inondait la pièce. C'est notre refuge, notre royaume. Personne ne pourra jamais nous le prendre. Il m'avait tendu la clé. Cette clé, c'est la promesse que tu es chez toi, toujours. J'avais pleuré, de joie, de gratitude. Henri m'avait embrassé. Nous allons être heureux ici, ma chérie. Et nous l'avions été, pendant 43 ans, jusqu'à ce que le cancer l'emporte, un matin de février, dans cette même chambre. Je l'avais tenu dans mes bras. J'avais senti son dernier souffle contre ma joue. Je t'aime, Margot. Je t'aime, Henri. J'ai serré la clé contre mon cœur, et j'ai pleuré. Pas de rage, pas de colère, de tristesse, parce que j'avais défendu ma maison. Mais j'avais perdu mon fils. Le téléphone a sonné. Mon cœur a bondi. Étienne. J'ai décroché, la main tremblante. Allô? Mais ce n'était pas sa voix. C'était celle de Monique, froide, tranchante. Margot, j'espère que vous êtes fière de vous. J'ai serré le téléphone. Monique, Étienne est effondré. Il ne dort plus. Il ne mange plus. Vous êtes en train de le détruire. Mon sang s'est glacé. Vous avez choisi votre orgueil plutôt que votre fils. J'espère que cette chambre en vaut la peine, parce que vous allez finir seul dedans. Elle a raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone dans la main. Les mots de Monique résonnaient dans ma tête comme une malédiction. Vous allez finir seul dedans. Et si elle avait raison? Et si, en défendant ma dignité, j'avais tout perdu? J'ai regardé autour de moi, les murs magnifiques, les meubles précieux, les souvenirs partout. Tout était intact, mais je me sentais vide. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. J'en ai sorti une vieille enveloppe. À l'intérieur, une lettre. Celle qu'Henri m'avait écrite juste avant de mourir. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je veux que tu saches une chose. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Défends ce qui t'appartient. Défends ta dignité. Même si ça fait mal. Même si tu es seul. Parce que la solitude dans la dignité vaut mieux que la compagnie dans l'humiliation. Je t'aime pour toujours. Henri. J'ai replié la lettre. Mes larmes ont coulé. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de certitude. Henri avait raison. J'avais fait ce qu'il fallait. Et si Étienne ne pouvait pas le comprendre, alors c'était lui qui avait perdu quelque chose. Pas moi. J'ai remis la clé en cuivre sur la table de nuit. Et j'ai dormi cette nuit-là, paisible, dans ma chambre. Ma chambre. Jeudi. Une semaine après le départ de Monique et ses parents. J'étais dans le jardin, occupée à tailler mes rosiers. Les mains dans la terre, le soleil d'automne sur le visage. C'était l'une des rares choses qui m'apaisaient encore. Henri adorait ses rosiers. Il les avait plantés lui-même, année après année, jusqu'à ce que le jardin ressemble à un tableau. Un jour, Margot, ce jardin sera notre mémoire, disait-il. Il avait raison. J'ai entendu la sonnette. Je me suis relevée, les genoux raides, les mains pleines de terre. J'ai retiré mes gants et je suis allée ouvrir. Devant moi se tenait une femme d'une 50aine d'années, élégante, le visage fatigué mais bienveillant. Madame Delacroix? Oui, je suis Claire Moreau, la sœur de Monique. Mon cœur s'est arrêté. La sœur de Monique. Je ne savais pas que Monique avait une sœur. Elle a souri tristement. Elle ne parle jamais de moi. Nous ne nous parlons plus depuis des années. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert la porte plus grand. Entrez, s'il vous plaît. Nous nous sommes assises dans le salon. J'ai préparé du thé. Claire regardait la pièce avec une sorte de mélancolie. C'est une belle maison, a-t-elle dit doucement. Merci. Elle a pris une gorgée de thé. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Madame Delacroix, je sais ce qui s'est passé samedi dernier. Comment? Ma mère m'a appelée. Elle était bouleversée. Elle m'a tout raconté. J'ai baissé les yeux. Je suis désolée si... Non. Sa voix était ferme. Ne vous excusez pas. Vous avez eu raison. Je l'ai regardée, surprise. Claire a posé sa tasse. Madame Delacroix, je suis venue vous prévenir. Il faut que vous sachiez quelque chose sur ma sœur. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Quoi?
Elle a pris une profonde inspiration. Monique a toujours été calculatrice. Depuis toute petite. Elle sait exactement comment manipuler les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Je me suis penchée en avant. Que voulez-vous dire? Quand elle a épousé votre fils, elle n'a pas épousé Étienne. Elle a épousé votre patrimoine. Les mots sont tombés comme des pierres. Elle m'a dit, le jour du mariage, devant témoins, dans 20 ans, tout ça sera à moi. Elle parlait de votre maison, de votre argent, de tout. Mon sang s'est glacé. Claire a sorti une enveloppe de son sac. J'ai trouvé ça chez mes parents. Monique l'avait laissé traîner. Elle m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs feuilles imprimées. Des recherches sur Internet. Comment obtenir l'usufruit d'une maison? Peut-on forcer une personne âgée à quitter son domicile? Droit des héritiers sur un bien immobilier. J'ai senti mes mains trembler. Claire a continué, la voix brisée. Elle avait tout planifié, Madame Delacroix. Installer mes parents chez vous, c'était la première étape. Ensuite, elle voulait vous faire signer une procuration pour vous faciliter la vie. Puis, progressivement, vous isoler. Vous convaincre de partir en maison de retraite. Mon Dieu! Et le pire, c'est qu'elle disait à Étienne que c'était pour votre bien, qu'une femme de votre âge ne devrait pas vivre seule, qu'il fallait prendre soin de vous. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. Étienne? Étienne sait? Claire a secoué la tête. Je ne crois pas. Monique est très douée pour mentir. Elle lui fait croire qu'elle agit par amour, par devoir familial. J'ai porté la main à ma bouche. Mon fils, mon petit garçon. Il était manipulé. Claire s'est levée aussi. Madame Delacroix, je sais que vous ne me connaissez pas, mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Monique a déjà détruit ma famille. Elle a monté mes parents contre moi parce que je refusais de lui prêter de l'argent. Aujourd'hui, je ne la vois plus. Mes propres parents ne me parlent plus. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ne la laissez pas vous prendre votre fils. Après son départ, je suis restée assise dans le salon. Les feuilles imprimées étalées devant moi. Chaque mot, chaque recherche, c'était comme lire un plan de guerre. Et j'étais la cible. J'ai repensé aux dernières années. Les petites phrases de Monique. Margot, vous ne devriez pas conduire à votre âge. Margot, vous oubliez beaucoup de choses ces derniers temps. Margot, et si on prenait rendez-vous chez le médecin? Juste pour vérifier. Elle plantait des graines de doute, pour me faire passer pour une vieille femme fragile, incapable. Et ensuite, me retirer tout. J'ai monté dans ma chambre. J'ai ouvert le coffre-fort caché derrière le tableau, celui qu'Henri avait installé. À l'intérieur, tous nos documents, actes notariés, testaments, livrets bancaires, tout était en ordre, tout était à mon nom. Mais si j'avais signé cette procuration que Monique préparait, si j'avais cédé, j'aurais tout perdu. J'ai pris la clé en cuivre sur ma table de nuit, et j'ai compris. Cette clé ne protégeait pas seulement ma chambre, elle protégeait ma vie entière. Le soir même, j'ai appelé Maître Beaumont. « Maître, j'ai besoin de vous. Encore. Madame Delacroix, que se passe-t-il? Il faut que je protège mes biens, tous mes biens. Je veux que personne, absolument personne, ne puisse me les prendre. Bien sûr, venez demain matin. Nous allons tout sécuriser. » J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Monique croyait que j'étais une vieille femme naïve. Elle allait apprendre qu'on ne sous-estime jamais une femme qui a survécu à 81 ans de vie. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Vendredi matin, 9 heures précises. J'étais assise dans le bureau de Maître Beaumont. Cette fois, je n'étais pas venue seule avec mes peurs. J'étais venue avec des preuves. J'ai posé l'enveloppe de Claire sur le bureau. Les feuilles imprimées, les recherches de Monique. Maître Beaumont a chaussé ses lunettes. Il a lu, en silence, ligne après ligne. Puis il a retiré ses lunettes et m'a regardé avec une gravité que je ne lui connaissais pas. « Madame Delacroix, vous avez conscience de ce que cela signifie? » « Oui. Votre belle-fille préparait une captation d'héritage. Si vous aviez signé une procuration... » Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. « Que dois-je faire ?» Il a pris un stylo. « Nous allons blinder votre patrimoine. Testament holographe déposé chez le notaire. Clause révocatoire en cas de pression morale. Mandat de protection future au profit d'une personne de confiance. Pas un membre de la famille. Et surtout, une attestation médicale prouvant que vous êtes en pleine possession de vos moyens. » J'ai hoché la tête. « Faites tout ce qu'il faut !» Il a souri. « Madame Delacroix, votre mari serait fier de vous. Nous avons passé 2 heures à tout organiser.
chaque document, chaque signature, chaque protection. Quand je suis sortie de son bureau, je me sentais différente, plus légère, plus forte. Personne ne pourrait plus me voler ma vie. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une voiture garée devant la maison, celle d'Étienne. Mon cœur s'est serré. Il était venu. Je suis entrée. Étienne était debout dans le salon, les mains dans les poches. Il avait maigri, des cernes sous les yeux. Il avait l'air épuisé. « Maman, Étienne. » Le silence est tombé, puis il a pris une profonde inspiration. Je suis venue m'excuser. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis assise. M'excuser? Il s'est assis en face de moi. Oui, j'ai été lâche. Je t'ai laissé seule face à Monique. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis désolée, maman. J'ai tendu la main. Je l'ai posée sur la sienne. Étienne, Monique est furieuse. Elle ne me parle presque plus. Elle dit que tu m'as monté contre elle, que tu es égoïste, que tu nous punis. Il a essuyé ses yeux. Mais moi, je sais que tu as eu raison. J'ai senti mes propres larmes monter. Mon fils, mon petit garçon, il était encore là. Étienne, il faut que je te dise quelque chose. Il m'a regardé, surpris. Moi, quoi? J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. Je la lui ai tendue. Claire, la sœur de Monique, est venue me voir. Claire? Je ne savais même pas qu'elle existait. Monique ne parle jamais d'elle. Lis ça. Il a ouvert l'enveloppe. Il a lu. Et j'ai vu son visage changer. La surprise, l'incrédulité, la colère. C'est impossible. C'est pourtant vrai. Monique, elle a fait des recherches pour te faire partir? Sa voix tremblait. Oui. Il a relu les feuilles, encore, comme s'il cherchait une erreur, une explication. Mais il n'y en avait pas. Mon Dieu. Il s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. Il est resté là, immobile, le dos tourné. Étienne, j'ai été aveugle. Sa voix était brisée. J'ai épousé une femme que je ne connais pas. Il s'est retourné. Les larmes coulaient sur son visage. Maman, pardon. Pardon de ne pas t'avoir cru. Pardon de ne pas t'avoir défendu. Je me suis levée. Je l'ai pris dans mes bras. Mon fils, mon enfant. C'est fini, mon chéri. C'est fini. Nous sommes restés là, enlacés, comme quand il était petit et qu'il avait peur de l'orage. Il est reparti 1 heure plus tard, plus calme, mais différent. Je vais parler à Monique. Je vais lui demander des explications. Sois prudent. Ne t'inquiète pas. Il m'a embrassé sur le front. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri. Le soir même, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. Allô? Madame Delacroix. La voix de Monique. Glaciale, menaçante. Vous avez osé montrer ces papiers à mon mari. Ce sont vos papiers, Monique. Vos recherches. Claire n'avait aucun droit de fouiller chez mes parents. Elle a eu raison de le faire. Un silence, lourd, dangereux. Puis, Monique a repris, la voix encore plus basse. Vous venez de faire une grave erreur, Margot. C'est vous qui avez fait une erreur. En me sous-estimant. Elle a ri. Un rire froid, cruel. Vous croyez avoir gagné? Vous croyez qu'Étienne va me quitter? Je ne crois rien. Je sais juste que la vérité finit toujours par sortir. La vérité? Sa voix est devenue un murmure venimeux. Vous voulez la vérité, Margot? La vérité, c'est que vous êtes une vieille femme seule. Sans moi, Étienne ne serait jamais venu vous voir. Sans moi, il vous aurait oublié. C'est moi qui lui rappelais de vous appeler. C'est moi qui organisais les dîners. Mon sang s'est glacé. Vous mentez. Vraiment? Demandez-lui. Demandez-lui combien de fois il a pensé à vous ces 3 dernières années sans que je le lui rappelle. Elle a marqué une pause. Vous m'avez humiliée devant mes parents. Vous m'avez enlevé mon mari. Mais croyez-moi, Madame Delacroix, je vais vous le faire payer. Elle a raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone dans la main. Les mots de Monique résonnaient dans ma tête. Sans moi, il vous aurait oublié. Et si c'était vrai? Et si Étienne n'était venu me voir que parce que Monique l'y obligeait? Non. J'ai secoué la tête. Non. Je refuse de croire ça. Mon fils m'aime. Il m'a toujours aimé. Monique essayait de planter des graines de doute. Encore. Toujours. J'ai monté dans ma chambre. J'ai pris la clé en cuivre. Et j'ai compris quelque chose. Cette clé ne protégeait pas seulement ma maison. Elle protégeait la vérité. Et la vérité, c'était que j'avais le droit d'exister, d'être respectée
d'être aimé, avec ou sans Monique, avec ou sans personne. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Dimanche, 2 jours après l'appel de Monique. J'étais dans le jardin, arrosant mes rosiers, quand j'ai entendu la porte du jardin s'ouvrir. Étienne. Il marchait vite, le visage fermé, une enveloppe à la main. Maman. Sa voix était différente, dure, cassée. Étienne? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est arrêté devant moi. Ses yeux étaient rouges. Il avait pleuré. J'ai fouillé, dans l'ordinateur de Monique, dans ses emails, dans ses dossiers. Il m'a tendu l'enveloppe. Tu avais raison, surtout. Nous nous sommes assis sur le banc en pierre, celui qu'Henri avait installé sous le vieux chêne, l'arbre où Étienne grimpait quand il avait 7 ans. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, des impressions d'emails, des dizaines. J'ai commencé à lire. Premier email. Monique a une amie. Mars 2023. Chérie, tu ne devineras jamais. La vieille va bientôt crever et on aura enfin cette baraque. Étienne ne comprend rien à l'immobilier, mais moi si. 8 millions d'euros minimum. On va être riche. Mon cœur s'est serré. Deuxième email. Monique à sa mère. Juin 2023. Maman, je sais que c'est dur pour toi et papa dans votre appartement. Mais tiens encore un peu. Dès que la belle-mère sera partie, maison de retraite ou autre, vous pourrez venir. J'ai un plan. Elle signera ce que je veux. Elle est vieille. Elle oubliera. Troisième email. Monique à un notaire, septembre 2024. Maître, ma belle-mère a 81 ans. Elle commence à perdre la tête. Ce n'est pas vrai, mais on peut le faire croire. Quelles sont les démarches pour obtenir une tutelle? Mon mari est son seul héritier. Quatrième email. Monique a la même amie. Octobre 2024, 2 jours avant le dîner. On passe à l'action samedi. Je lui annonce que mes parents s'installent chez elle. Elle va accepter. Elle est trop polie pour refuser. Une fois qu'ils seront là, on commencera à l'isoler. Progressivement. Étienne ne verra rien. Il est tellement naïf. Dans 6 mois, elle sera en EHPAD et la maison sera à nous. J'ai laissé tomber les feuilles. Mes mains tremblaient. Étienne pleurait à côté de moi. Elle a tout planifié. Pendant des mois, des années peut-être. Il a pris sa tête entre ses mains. J'ai vécu avec un monstre. Je l'ai pris dans mes bras. Ce n'est pas ta faute. Si, j'aurais dû voir. J'aurais dû... Non. Elle était douée, très douée. Il a relevé la tête. Maman, il y a autre chose. Quoi? Il a sorti son téléphone. Il a ouvert un enregistrement audio. Hier soir, elle a reçu un appel. De son avocat. J'ai enregistré la conversation sans qu'elle s'en rende compte. Il a appuyé sur lecture. La voix de Monique. Claire, précise. Maître, le plan A n'a pas marché. La vieille est plus coriace que prévu. Il faut passer au plan B. Qu'appelez-vous plan B? On attaque sa santé mentale. On trouve des témoins qui diront qu'elle perd la mémoire, qu'elle est dangereuse pour elle-même. On demande une expertise psychiatrique. C'est risqué. Je m'en fiche. Cette maison me revient. J'ai passé 5 ans à supporter cette famille. Je ne vais pas partir les mains vides. Et votre mari? Étienne? Il signera ce que je lui dirai de signer. Il m'aime. Il est faible. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence est tombé comme une pierre. Étienne pleurait. De rage. De honte. Elle m'a traité de faible. Étienne. Elle avait raison. Il s'est levé. Il marchait de long en large. J'ai laissé cette femme te détruire. J'ai laissé cette femme m'utiliser. J'ai été aveugle, lâche, stupide. Arrête. Ma voix était ferme. Tu n'es pas faible, Étienne. Tu as été manipulé. Par une femme qui sait exactement comment briser les gens. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis levé. J'ai pris ses mains dans les miennes. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas lui dire que tu sais tout. Et après? Après, tu décides. Tu restes avec elle ou tu pars. Il a secoué la tête. Je pars. C'est fini. Étienne. Non, maman. C'est terminé. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui a voulu te détruire, qui m'a traité comme un imbécile. Il a serré mes mains. Je vais divorcer. Ce soir-là, Étienne est rentré chez lui. Il m'a envoyé un message à 22h. Je lui ai dit. Elle a nié. Puis, elle a crié. Puis, elle m'a menacé. J'ai pris mes affaires. Je dors à l'hôtel. Demain, j'appelle un avocat. Je t'aime, maman. Je me suis assise dans mon salon. Les emails étalés devant moi. Chaque mot, chaque phrase. La vieille va bientôt crever. Étienne est faible. Cette maison me revient. J'ai pris la clé en cuivre sur la table basse. Je l'ai serrée dans ma main.
Et j'ai compris. Cette clé n'était pas seulement un symbole, c'était une arme, l'arme de la vérité. Henri me l'avait dit des années auparavant. La vérité finit toujours par gagner, Margot, même quand elle met du temps. Même quand elle fait mal. Il avait raison. Monique avait perdu, pas parce que je l'avais combattue, mais parce qu'elle s'était dévoilée. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel. Maître Beaumont, Madame Delacroix, j'ai une nouvelle. Oui? Votre belle-fille a tenté de déposer une demande de tutelle à votre encontre, hier, au tribunal. Mon sang s'est glacé. Quoi? Ne vous inquiétez pas. Le juge a rejeté la demande. Absence de preuves médicales. Et surtout, il a marqué une pause. Vous avez déposé votre attestation de santé mentale vendredi. Le juge en a pris connaissance. Il a qualifié la demande de Madame Monique de tentative manifeste d'abus de faiblesse. Mon Dieu, ce n'est pas tout. Le juge a transmis le dossier au procureur. Madame Monique risque des poursuites. J'ai raccroché. Je me suis assise. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Monique avait tout perdu. Son plan, son mari, sa crédibilité. Et moi, j'avais tout gardé. Ma maison, ma dignité, mon fils. Et surtout, ma vérité. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Mardi, 14 heures. On a sonné à la porte. 3 coups, secs, violents. J'ai regardé par la fenêtre. Monique, seule, debout devant ma porte, le visage dur, les poings serrés. J'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai ouvert. Elle est entrée comme une tempête, sans un mot, sans un regard. Elle est allée directement dans le salon et s'est retournée vers moi. « Vous êtes contente ?» Sa voix tremblait de rage. « Monique, vous êtes contente ?» Elle a crié. Ses yeux étaient rouges. Son maquillage coulait. « Vous avez détruit mon mariage. Vous avez monté mon mari contre moi. Vous avez fouillé dans ma vie privée. » Je suis restée calme. « Je n'ai rien détruit, Monique. C'est vous qui avez tout détruit. » Elle a ri. Un rire hystérique. « Moi, elle s'est avancée vers moi. C'est vous qui avez refusé d'accueillir mes parents. Vous qui avez sorti ce contrat ridicule. Vous qui avez empoisonné Étienne contre moi. Non, ma voix était ferme. C'est vous qui avez voulu me chasser de ma propre chambre. Vous qui avez planifié de m'envoyer en maison de retraite. Vous qui avez cherché à me faire passer pour folle. » Le silence est tombé. Monique m'a regardée. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais pas de tristesse, de haine. Vous ne comprenez rien. Alors expliquez-moi. Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Elle regardait le jardin, les rosiers, la maison. Vous savez ce que c'est de ne rien avoir? Sa voix s'était adoucie, presque vulnérable. J'ai grandi dans un appartement de 50 mètres carrés. Mes parents se sont sacrifiés toute leur vie pour nous, ma sœur et moi. Et pourquoi? Pour finir dans un logement social à 70 ans. Elle s'est retournée. Puis j'ai rencontré Étienne, un homme bon, un homme doux, et surtout, un homme qui avait tout. Vous ne l'avez jamais aimé? Si. Elle a souri tristement. Au début, je l'ai aimé, vraiment. Mais ensuite, elle a regardé autour d'elle. J'ai vu cette maison, cette vie, tout ce que je n'avais jamais eu. Et j'ai compris que je pouvais l'avoir, que je méritais de l'avoir. Vous ne méritez rien qui ne vous appartient pas. Monique a éclaté de rire. Vous parlez de mérite? Vous? Elle s'est approchée de moi. Vous n'avez rien fait pour avoir tout ça, Margot. Vous avez épousé un homme riche. C'est tout. Vous avez eu de la chance. Henri n'était pas riche quand je l'ai épousé. Nous avons construit cette vie ensemble. Pendant 43 ans. 43 ans. Elle a secoué la tête. Vous savez combien de temps j'ai supporté votre famille? 5 ans. 5 ans à écouter vos histoires, à organiser vos dîners, à jouer la belle-fille parfaite. Sa voix montait. 5 ans à attendre que vous mouriez. Les mots sont tombés comme des pierres. Le silence était assourdissant. Monique a continué, les larmes coulant sur son visage. Et vous ne vouliez pas mourir. Vous restiez là, dans cette maison immense, toute seule, gâchant tout cet espace, tout cet argent. Donc, vous avez décidé de m'accélérer. Elle n'a pas répondu. Vous avez décidé de me briser, de me faire passer pour folle, de me voler ma vie. Je ne voulais pas vous voler votre vie. Elle criait maintenant. Je voulais juste avoir ma chance, ma part. Votre part de quoi? De ma maison? De mon héritage? Oui! Elle tremblait.
Oui, parce que vous avez tout eu. Vous avez eu l'amour, le confort, la sécurité. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu? Un mari gentil, mais faible, une belle-mère qui me regarde de haut, et la promesse que, un jour, tout ça sera à moi. Elle a essuyé ses larmes. Sauf que, un jour, c'est trop long. J'en avais assez d'attendre. Je me suis assise. Pour la première fois, j'ai vu Monique. Pas le monstre, pas la manipulatrice, mais une femme brisée, jalouse, désespérée. Monique, ne me faites pas la morale. Je ne vous fais pas la morale. Ma voix était douce. Je vous plains. Elle a levé la tête, choquée. Vous me plaignez? Oui, parce que vous avez passé 5 ans de votre vie à convoiter quelque chose qui ne vous appartenait pas. 5 ans à détruire votre propre bonheur. Monique a secoué la tête. Mon bonheur? Quel bonheur? Étienne? Elle a ri amèrement. Étienne est un enfant. Il obéit, il suit, il ne décide jamais rien. Pourtant, il a décidé de vous quitter. Le silence est revenu. Monique m'a regardé, les yeux vides. Oui, il m'a quitté. Sa voix était brisée. Il a pris ses affaires, il est parti. Il ne répond plus au téléphone. Son avocat m'a envoyé une demande de divorce hier. Elle s'est effondrée sur le canapé. J'ai tout perdu. Je me suis levée. Je suis allée m'asseoir à côté d'elle. Vous n'avez pas tout perdu, Monique. Vous avez perdu ce qui ne vous appartenait pas. Elle a levé les yeux vers moi. Je vous déteste. Je sais. Vous m'avez tout pris. Non, vous vous êtes tout pris vous-même. Monique s'est levée. Elle a marché vers la porte, puis elle s'est arrêtée. Vous savez ce qui est drôle? Quoi? Si vous m'aviez juste laissé installer mes parents, je serais peut-être devenue quelqu'un de bien. Elle a ouvert la porte. Mais maintenant, il est trop tard. Elle est partie. La porte s'est refermée. Je suis restée immobile. Les mots de Monique résonnaient dans ma tête. Si vous m'aviez juste laissé installer mes parents, était-ce vrai? Aurais-je pu éviter tout ça? Si j'avais accepté? Si j'avais cédé ma chambre? Si j'avais laissé Monique gagner? Est-ce qu'elle aurait changé? Non. J'ai secoué la tête. Non. Les emails, les plans, les mensonges, tout était déjà là. Avant même le dîner. Monique n'aurait pas changé. Elle aurait juste gagné. J'ai pris la clé en cuivre sur la table basse. Je l'ai serrée dans ma main. Et j'ai compris quelque chose. Défendre sa dignité a un prix. Parfois, ce prix, c'est la solitude. Parfois, c'est la culpabilité. Mais c'est un prix qu'il faut payer. Parce que perdre sa dignité coûte encore plus cher. Ce soir-là, Étienne m'a appelé. « Maman, Monique est venue te voir? » « Oui. » « Elle t'a dit quelque chose? » « Beaucoup de choses. » Un silence. « Maman, je suis désolée. Pour tout. Tu n'as pas à t'excuser, mon chéri. Si, j'aurais dû te protéger. Tu me protèges maintenant. C'est tout ce qui compte. Nous avons parlé longtemps. De tout, de rien, de Henri, de l'enfance d'Étienne, des souvenirs heureux. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose. La paix. Monique avait tout perdu. Son mari, ses plans, sa réputation. Moi, j'avais tout gardé, mais j'avais aussi gagné quelque chose, mon fils. Et ça valait tous les combats du monde. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? 3 semaines n'ont passé. 3 semaines de silence, de calme, de paix. Étienne venait me voir tous les dimanches. Nous prenions le thé dans le jardin. Nous parlions, nous rions, comme avant, comme quand il était petit. Le divorce avançait, rapidement. Monique n'avait pas contesté. Elle avait signé tous les papiers sans un mot. Elle avait disparu. Un mardi matin, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille. Madame Delacroix, je vous écris pour vous informer que Madame Monique Delacroix a été hospitalisée hier soir. Épuisement nerveux. Elle a demandé que vous soyez prévenu. Si vous souhaitez la voir, elle est à l'hôpital Saint-Louis, chambre 312, bien cordialement, le personnel soignant. J'ai relu la lettre 3 fois. Monique, hospitalisée. Ma première réaction a été rien. Pas de joie, pas de tristesse, rien. Cette femme avait voulu me détruire. Elle avait voulu m'enfermer, me faire passer pour folle. Pourquoi devrais-je me soucier de son sort? J'ai posé la lettre sur la table. J'ai préparé mon thé. J'ai arrosé mes rosiers. J'ai lu mon livre. La journée a passé. Mais le soir, en montant dans ma chambre, j'ai regardé la clé en cuivre sur ma table de nuit.
Cette clé qui m'avait protégée, cette clé qui symbolisait ma dignité, ma liberté. Et j'ai pensé à Henri. Margot, m'avait-il dit un jour, la vraie force, ce n'est pas de gagner. C'est de savoir quand arrêter de se battre. Je l'avais regardée, surprise. Que veux-tu dire? Quand tu as gagné, quand tu as défendu ce qui t'appartient, il faut savoir partir, ne pas s'acharner, ne pas devenir comme ceux qui t'ont attaqué. Il avait pris ma main. La victoire sans grâce, c'est juste de la cruauté. J'ai pris la clé dans ma main, froide, lourde, vraie, et j'ai compris. J'avais gagné, j'avais défendu ma maison, ma dignité, mon fils. Maintenant, il fallait que je prouve quelque chose, que je n'étais pas comme Monique, que la dignité, ce n'est pas juste se défendre, c'est aussi savoir pardonner. Pas pour elle, pour moi. Le lendemain matin, j'ai pris mon manteau, j'ai pris mon sac, et je suis allée à l'hôpital, l'hôpital Saint-Louis. Chambre 312, j'ai frappé doucement à la porte. Entrez. La voix de Monique, faible, cassée. Je suis entrée. La chambre était petite, blanche, froide. Monique était allongée dans le lit. Sans maquillage, les cheveux défaits, le visage creusé. Elle avait vieilli de 10 ans en 3 semaines. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont écarquillés. Vous êtes venu? J'ai hoché la tête. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit. Le silence est tombé. Pourquoi? A-t-elle murmuré. Pourquoi quoi? Pourquoi êtes-vous venu? Vous avez gagné. Vous devriez me détester. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était gris. La pluie menaçait. Je ne vous déteste pas, Monique. Vous devriez. Peut-être. Je me suis tournée vers elle. Mais la haine fatigue. Et j'ai 81 ans. Je n'ai plus le temps de haïr. Monique a fermé les yeux. Des larmes ont coulé. J'ai tout perdu. Mon mari, ma maison, ma réputation. Oui, je ne sais pas où aller. Mes parents ne veulent plus me voir. Ma sœur refuse de me parler. Je n'ai plus rien. Sa voix se brisait. Je n'ai plus personne. J'ai sorti quelque chose de mon sac. Une enveloppe. Je l'ai posée sur la table de nuit. Qu'est-ce que c'est? A demandé Monique. Ouvrez. Elle a pris l'enveloppe d'une main tremblante. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, un chèque. 10 000 €. Monique m'a regardée, bouche ouverte. Je ne comprends pas. C'est pour que vous puissiez vous reconstruire, trouver un appartement, recommencer. Mais pourquoi? Après tout ce que je vous ai fait? J'ai souri doucement. Parce que vous avez raison sur une chose. Vous n'avez rien eu. Vous avez grandi dans la pauvreté. Vous avez vu vos parents souffrir. J'ai posé ma main sur la sienne. Ce n'est pas une excuse pour ce que vous avez fait. Mais je comprends d'où vient votre douleur. Monique pleurait. Je ne mérite pas ça. Non, vous ne méritez pas. Ma voix était ferme. Mais moi, je mérite de partir la tête haute, de ne pas devenir comme vous. Elle a serré le chèque dans sa main. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Je me suis levée. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Cet argent, c'est la dernière chose que vous recevrez de moi. Après ça, nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai marché vers la porte. Margot. Je me suis retournée. Oui? Merci. Sa voix était un murmure. J'ai hoché la tête. Soignez-vous, Monique. Et apprenez. Apprenez que la vie ne se vole pas. Elle se construit. Je suis sortie de l'hôpital. Le ciel s'était éclairci. Un rayon de soleil perçait les nuages. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai senti quelque chose. La légèreté. Ce soir-là, Étienne m'a appelé. Maman, j'ai appris que tu es allée voir Monique. Oui. Pourquoi? Parce qu'il le fallait. Elle ne le méritait pas. Non. Mais moi, je méritais de le faire. Un silence. Tu lui as donné de l'argent? Oui. 10 000 €. Maman, Étienne, écoute-moi. Cet argent, ce n'est pas pour elle. C'est pour moi. Pour que je puisse me regarder dans le miroir et savoir que j'ai fait ce qu'il fallait. Il a soupiré. Tu es plus forte que moi, maman. Non, je suis juste plus vieille. Et j'ai appris quelque chose que tu apprendras aussi. Quoi? Que la vraie victoire, ce n'est pas d'écraser l'autre, c'est de rester soi-même. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas pensé à Monique, à la trahison, à la douleur. J'ai juste dormi. Et au réveil, j'ai regardé la clé en cuivre sur ma table de nuit. Cette clé qui m'avait tant appris. Elle ne symbolisait plus seulement ma maison. Elle symbolisait ma sagesse. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une carte, de la part de Claire, la sœur de Monique.
Madame Delacroix, Monique m'a appelé. Elle m'a parlé de votre geste. Je ne sais pas si elle changera. Mais grâce à vous, elle a une chance. Vous êtes une femme exceptionnelle. Avec toute ma gratitude, Claire. J'ai posé la carte sur la commode, à côté de la photo de Henri, et j'ai souri. Mon mari aurait été fier, parce que j'avais compris ce qu'il m'avait toujours dit. La force, ce n'est pas de gagner, c'est de savoir quand s'arrêter, et de partir avec grâce. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. 2 ans ont passé. 2 années de paix, de sérénité, de bonheur tranquille. Étienne avait refait sa vie. Il avait rencontré une femme, Sophie, professeure de littérature, douce et sincère. Ils s'étaient installés ensemble. Pas dans ma maison, dans leur propre appartement. Maman m'avait-il dit, j'ai besoin de construire ma vie. Pas d'hériter de la tienne. J'avais pleuré de fierté. Mon fils avait enfin grandi. Moi, je vivais toujours dans ma maison. Seule, mais pas solitaire. J'avais mes rosiers, mes livres, mes souvenirs. J'avais Étienne qui venait déjeuner tous les dimanches avec Sophie. J'avais mes voisines avec qui je prenais le thé. J'avais ma vie. Une vie simple, digne, heureuse. Un jeudi de novembre, je suis allée faire mes courses au marché. Celui de la place de la République. Le même que je fréquentais depuis 40 ans. J'achetais mes fruits chez Monsieur Dubois, mes légumes chez Madame Cartier. Tout était familier, rassurant. Et puis, en tournant au coin d'une allée, je l'ai vue. Monique. Elle était debout devant un étal de vêtements d'occasion. Elle fouillait dans un bac de pull à 5 €. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Elle avait tellement changé. Les cheveux gris, mal coiffés, le visage marqué, des rides profondes, des vêtements usés. Elle portait un vieux manteau beige, trop grand pour elle. Ses mains tremblaient en tenant les pulls. Je me suis approchée, lentement. Monique, elle a sursauté. Elle s'est retournée. Quand elle m'a vue, son visage s'est décomposé. Madame Delacroix, sa voix était éteinte, fragile. Nous sommes restés là, face à face, au milieu de la foule du marché. « Comment allez-vous » ai-je demandé doucement. Elle a baissé les yeux. « Je vais. Vous habitez dans le quartier ?»« Non. J'habite à Pantin. Un studio. 28 mètres carrés. » Elle a serré le pull dans ses mains. « Je travaille comme caissière dans un supermarché. Le soir, de 20h à 2h du matin. » Mon cœur s'est serré. « Et vos parents ?» Elle a secoué la tête. « Ils ne me parlent plus. Depuis le divorce, ils ont dit que j'avais tout gâché, que j'avais déshonoré la famille. » Des larmes sont montées dans ses yeux. Ma sœur non plus ne me parle plus. Personne ne me parle plus. Le silence est tombé. Autour de nous, le marché continuait. Les gens riaient, achetaient, vivaient. Mais Monique et moi, nous étions dans une bulle de vérité. « L'argent que vous m'aviez donné » a-t-elle murmuré. « Oui, il est parti en quelques mois. Loyer, nourriture, frais d'avocat, je n'ai rien pu économiser. » Elle a essuyé ses yeux. J'ai cherché du travail, mais personne ne voulait de moi. Pas de diplôme, pas d'expérience. 40 ans, divorcée. Sa voix se brisait. J'ai fini par accepter ce travail de caissière, la nuit, pour ne croiser personne que je connais. Elle m'a regardée. Vous savez ce qui est drôle ? Quoi ? J'ai passé 5 ans de ma vie à vouloir votre maison, votre argent, votre vie. Elle a ri, un rire amer. Et maintenant, je n'ai même pas de quoi acheter un pull neuf. J'ai regardé cette femme devant moi, cette femme qui avait voulu me détruire, cette femme qui avait manigancé, menti, manipulé. Et tout ce que je voyais, c'était une femme brisée, pas par moi, mais par elle-même. Monique, la vie ne vous a pas puni. Elle a levé les yeux, surprise. Que voulez-vous dire ? Vous vous êtes puni vous-même, en voulant quelque chose qui ne vous appartenait pas, en construisant votre vie sur le mensonge. J'ai posé ma main sur son bras. La vie ne fait que rendre ce qu'on lui donne. Vous avez donné de la trahison, de la manipulation, et la vie vous a rendu de la solitude. Monique a baissé la tête. J'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. C'est déjà beaucoup. Est-ce qu'Étienne va bien ? Oui, il est heureux. Il a refait sa vie. Elle a hoché la tête. Je suis contente. Sa voix était sincère. Je ne méritais pas un homme comme lui. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai pris 2 billets de 50 €. Je les lui ai tendus. Tenez, pour vous acheter un manteau chaud. L'hiver arrive.
Elle a regardé les billets, puis moi. Je ne peux pas. Si, prenez-les. Elle a pris l'argent. Ses mains tremblaient. Pourquoi êtes-vous si bonne avec moi? Après tout ce que j'ai fait? J'ai souri. Parce que je ne veux pas que vous soyez mon fardeau. Même dans mes pensées. Elle a serré les billets contre elle. Merci. Prenez soin de vous, Monique. Vous aussi, Madame Delacroix. Je suis partie, sans me retourner. En rentrant chez moi, j'ai pensé à cette rencontre, à cette femme qui avait tout voulu, et qui n'avait plus rien. Ce soir-là, j'ai ouvert mon journal intime, celui que je tenais depuis des années. J'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai croisé Monique au marché. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. La vie lui a rendu ce qu'elle a donné, le vide, la solitude, le regret. Je ne ressens ni joie ni tristesse, juste de la sérénité. Henri avait raison. On ne gagne jamais rien en détruisant les autres. On ne fait que se détruire soi-même. Monique m'avait traité de folle, d'égoïste, de cruelle. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ce même regard vide dans ses yeux, ce regard de quelqu'un qui a perdu l'essentiel. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai refermé le journal. J'ai pris la clé en cuivre sur ma table de nuit. Et j'ai compris. Cette clé ne protégeait pas seulement ma maison, ni ma dignité, ni ma sagesse. Elle protégeait une vérité universelle. On récolte ce que l'on sème. Le lendemain, Étienne est venu déjeuner. Je lui ai raconté ma rencontre avec Monique. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit « Tu lui as donné de l'argent? Encore? » « Oui. » « Pourquoi? » « Parce que je le pouvais. » Il a souri. « Maman, tu es incroyable. » « Non. Je suis juste quelqu'un qui a compris que la vengeance ne sert à rien. La vie s'en charge toujours. » Nous avons mangé en silence. Puis Étienne a pris ma main. « Maman, je veux te dire quelque chose. »« Oui? Merci. Merci d'avoir tenu bon. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci de m'avoir appris ce qu'est la vraie dignité. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Grâce à toi, je suis devenu un homme. » J'ai serré sa main. « Tu as toujours été un homme, mon chéri. Tu avais juste oublié qui tu étais. » Ce soir-là, j'ai regardé le coucher de soleil depuis mon balcon. Le ciel était rose et doré. Les rosiers embaumaient. Tout était calme, parfait. Et j'ai pensé à Henri, à tout ce qu'il m'avait appris, à tout ce que nous avions construit ensemble. Henri, ai-je murmuré, j'ai défendu notre maison, notre vie, notre dignité. Le vent a soufflé doucement, comme une réponse, et j'ai appris quelque chose. J'ai souri. La vie est juste, pas toujours rapide, mais toujours juste. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Aujourd'hui, j'ai 83 ans. 2 ans se sont écoulés depuis ma rencontre avec Monique au marché. Je suis toujours dans ma maison, dans ma chambre, celle que personne n'a pu me prendre. Chaque matin, je me réveille avec la lumière qui filtre à travers les rideaux de lin. Je regarde la photo d'Henri sur la commode, sa montre, son eau de Cologne, et je souris, parce que je suis chez moi. Hier, Sophie, la compagne d'Étienne, m'a demandé quelque chose. Nous prenions le thé dans le jardin. Les rosiers étaient en fleurs. L'air sentait le printemps. « Margot, m'a-t-elle dit, comment avez-vous fait? » « Fait quoi? » « Pour tenir, pour ne pas céder, pour garder votre dignité face à tout ça. » J'ai posé ma tasse. J'ai regardé les rosiers, ceux qu'Henri avait plantés de ses mains. Tu sais, Sophie, quand on vieillit, on comprend quelque chose d'essentiel. Quoi? Que la vie ne nous appartient pas, mais que notre dignité, si. Elle m'a regardée, attentive. J'ai continué. On ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas empêcher les trahisons, les mensonges, les manipulations. J'ai pris sa main, mais on peut choisir qui on est, comment on réagit, et surtout ce qu'on refuse de perdre. Sophie a souri. Vous êtes une femme inspirante. Non, je suis juste une femme qui a appris. Appris quoi? Que céder pour avoir la paix, ce n'est pas la paix, c'est la capitulation. Ce soir, je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert mon coffre-fort, celui caché derrière le tableau. À l'intérieur, tous mes documents, mes souvenirs, ma vie et la clé en cuivre. Je l'ai prise dans ma main. Cette vieille clé qu'Henri m'avait offerte il y a plus de 50 ans. Elle était froide, lourde, vraie, comme elle l'avait toujours été. J'ai pensé à tout ce qu'elle représentait. Ma maison, mon refuge, ma forteresse, mais aussi ma sagesse, ma force, ma vérité. Cette clé m'avait appris quelque chose.
Que défendre ce qui nous appartient n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Que dire non n'est pas de la cruauté, c'est de la dignité. Que tenir bon n'est pas de l'entêtement, c'est de l'amour, pour soi, pour ce qu'on a construit. J'ai pensé à Monique, à cette femme qui avait tout voulu et qui avait tout perdu. Pas parce que je l'avais détruite, mais parce qu'elle s'était détruite elle-même. En voulant ma vie, elle avait perdu la sienne. En cherchant à me prendre ma dignité, elle avait perdu la sienne. En manipulant mon fils, elle avait perdu son mari. La vie est juste, pas toujours rapide, pas toujours visible, mais toujours juste. J'ai pensé à Étienne, à mon fils qui avait failli se perdre, mais qui avait retrouvé son chemin, grâce à la vérité, grâce au courage de voir, grâce à la force de partir. Aujourd'hui, il est heureux. Il construit sa propre vie, avec Sophie, dans leur propre appartement. Il vient me voir, pas par obligation, par amour. Et ça, c'est tout ce qui compte. J'ai remis la clé dans le coffre, mais avant de refermer, j'ai sorti une enveloppe que j'ai préparée il y a quelques semaines. À l'intérieur, une lettre, pour Étienne. Mon chéri, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je veux que tu saches quelque chose. Cette maison, elle est à toi maintenant. Toute ta vie, elle t'a attendu. Mais je veux que tu te souviennes d'une chose. Ce n'est pas la maison qui fait la dignité. C'est ce qu'on fait avec. Ne laisse jamais personne te voler qui tu es. Ne laisse jamais personne décider à ta place. Ne laisse jamais personne te convaincre que tu dois céder pour avoir la paix. La vraie paix vient de l'intérieur, de savoir qu'on a défendu ce qui compte. Je t'ai appris à être fort, à être digne, à être libre. Ne l'oublie jamais. Je t'aime, mon fils, pour toujours. Maman. J'ai refermé l'enveloppe. Je l'ai laissée dans le coffre. Un jour, Étienne la trouvera, et il comprendra. Ce soir, je me suis assise au bord de mon lit. J'ai regardé autour de moi. Les meubles, les photos, les souvenirs. Tout était intact, parce que j'avais tenu bon. Des femmes me demandent parfois « Margot, avez-vous des regrets ?» Je réponds toujours la même chose. Non, aucun. J'aurais pu céder, j'aurais pu donner ma chambre, j'aurais pu signer cette procuration. J'aurais pu me laisser enfermer dans le silence, mais je ne l'ai pas fait, parce que Henri me l'avait dit, bien avant de partir. Défends-toi, Margot, toujours, même si ça fait mal, même si tu es seule, parce que toi, tu vaux la peine d'être défendue. Et il avait raison. Je valais la peine, comme toutes les femmes valent la peine. Alors ce soir, je vous dis ceci. Si quelqu'un essaie de vous voler votre dignité, résistez. Si quelqu'un essaie de vous convaincre que vous êtes trop vieille, trop faible, trop seule, résistez. Si quelqu'un essaie de vous faire croire que céder, c'est aimer, résistez. Parce que votre dignité n'est pas négociable. Votre vie n'est pas négociable. Votre droit d'exister, de respirer, d'occuper votre place n'est pas négociable. J'ai 83 ans. J'ai défendu ma maison. Mais surtout, j'ai défendu qui je suis. Et si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Ce soir, je vais dormir paisiblement, dans ma chambre, celle que personne n'a pu me prendre. Et demain, je me réveillerai avec le soleil. Je prendrai mon café, j'arroserai mes rosiers, et je vivrai. Parce que c'est ça, la vraie victoire. Non pas d'avoir gagné, mais d'être encore debout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.